Madame, Monsieur, bonsoir et très heureuse de vous informer à travers cette édition des 19h sur la radio-télévision nationale congolaise. À toutes et à tous, bienvenue. Ouvrons ce journal par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a reçu ce mardi le ministre tanzanien des Affaires étrangères et de la coopération est-africaine, émissaire de la présidente Samia Suluhu. Ce dernier était porteur des messages spéciaux adressés au président de la République par son homologue de la République unie de Tanzanie. Regardez. La République démocratique du Congo et la République unie de Tanzanie sont deux pays frères qui entretiennent de bonnes relations de coopération bilatérale. Preuve de cette parfaite entente, le déplacement à Kinshasa ce mardi 2 septembre 2025 du ministre tanzanien des Affaires étrangères et de la coopération est-africaine, Mahmoud Thabit Kombo, émissaire de la présidente Samia Suluhu et porteur d'un message particulier adressé au président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. J'aimerais saisir cette opportunité pour exprimer ma gratitude au président Félix Antoine Tshisekedi d'avoir bien voulu nous recevoir en qualité d'envoyé spécial de la présidente de la République unie de Tanzanie. Et je suis porteur d'un message spécial adressé au président Félix Antoine Tshisekedi de la part de sa sœur Dr Samia Suluhu, présidente de la République unie de Tanzanie. Et j'aimerais aussi insister sur le fait que nous avons des très bonnes relations et nous avons des liens historiques de longue date entre nos deux pays. Pour cette audience d'une demi-heure, l'émissaire s'est fait accompagner par la conseillère du chef de l'État au collège diplomatique, Madame Catherine Wagner. Et le conseiller spécial du chef de l'État en matière de sécurité, Désiré Cachemire Kolengele Birand, a présidé une séance de travail consacrée à l'assainissement du secteur minier avec un diagnostic sans complaisance sur les volets sécuritaires, sociaux mais également institutionnels. Chimène Dondo nous en parle. Le conseiller spécial du chef de l'État en matière de sécurité, le professeur docteur Désiré Cachemire Kolengele Birand, a présidé ce mercredi une séance de travail axée sur l'assainissement du secteur minier dans la province du Lualaba et au Katanga. Cette rencontre a réuni les opérateurs, chefs d'entreprise et structures œuvrant dans les domaines de mines. Dans son intervention, le conseiller spécial a indiqué que cette initiative découle d'une mission effectuée du 12 au 23 août 2025, laquelle a permis de dresser un état de lieu résumé en 4 volets principaux. Le volet de chevauchement de responsabilité, le volet sécuritaire, le volet social et le volet institutionnel. Ce secteur minier, qui faut-il le rappeler, est quand même le secteur porteur aujourd'hui en ce qui concerne les financements du budget de l'État, mais aussi en termes de contribution en matière d'emploi et d'autres services connexes. Les sites miniers et les aires protégées sont au centre des enjeux sécuritaires, économiques, sociaux et environnementaux. Tout le monde le sait, les conflits que connaît notre pays durant les 30 dernières années tirent leurs origines à la recherche du contrôle et de l'exploitation illicite des ressources naturelles concentrées aux frontières de notre pays. À travers cette démarche, le professeur Kolengele a insisté sur la nécessité de rétablir l'ordre de population et de renforcer la crédibilité des institutions dans la gouvernance du secteur minier, vital pour l'économie nationale. Entrepreneurs des jeunes, une masterclass a été organisée ici à Kinshasa le samedi dernier à Silikini Village. Nous sommes là à Gombe, une initiative d'une agence de placement personnel appelée ITM. Regardez. La Fédération des entreprises du Congo, en partenariat avec ITEM, a organisé le samedi 30 août une grande rencontre d'une masterclass de sensibilisation. Ces travaux avaient pour thème bâtir son plan de carrière en faveur de jeunes diplômés en quête de l'emploi, des jeunes employés qui souhaitent évoluer dans leur carrière. Ce masterclass est un rendez-vous important qui met face à face les étudiants finalistes avec les employeurs et
avec tout le monde qui intervient dans les domaines de recrutement, les domaines d'entrepreneuriat. C'est un moment vraiment d'échange important. Aujourd'hui, nous avons eu le temps d'éclairer les jeunes sur les modes de recrutement et de l'employabilité au niveau des entreprises. Même après les études, vous devez continuer à vous former. Formez-vous continuellement, même lorsque vous attendez à trouver un job, un travail, il faut continuer à vous former. Mais vous pouvez également vous développer seul. C'est ça qu'on appelle le développement personnel. Au cours de cette rencontre, quelques thématiques ont été abordées par les différents intervenants et participants, notamment l'analyse de causes et conséquences de l'inadaptation entre profils, postes et attitudes du marché congolais, stratégie d'adaptation des demandeurs d'emploi. Il faut des hommages mérités et dignes de son rang pour le professeur émérite et fondateur de l'école de journalisme en République démocratique du Congo, Isti Ifasik et aujourd'hui UNISIC, Malembe Tamandiak, décédé le lundi dernier. Une délégation de cet alma mater a échangé avec le ministre de la Communication autour de l'organisation de ces obsèques. Regardez. Professeur ordinaire à Kinshasa, Paul Malembe Tamandiak fut le premier journaliste à présenter un journal télévisé à la télévision nationale, mais aussi le premier rédacteur en chef noir. Décédé à l'âge de 88 ans, le fondateur de l'ISTI, devenu IFASIC aujourd'hui, l'UNISIC, reste pour la génération comme l'un des fondateurs de l'enseignement du journalisme en RDC. Même la télévision nationale a choisi lui rendre hommage par cette représentation. Au cabinet du ministre de la Communication et Médias, porte-parole du gouvernement, une délégation composée du comité de gestion de l'UNISIC a échangé sur le dispositif à prendre pour un hommage mérité à ses premiers responsables de cette institution d'enseignement supérieur et universitaire. Le comité de gestion de l'UNISIC s'est déplacé pour venir dire à notre ministre, ancien de l'IFASIC, devenu aujourd'hui l'UNISIC, que nous sommes frappés par la mort de Paul Malembe Tamandiak. Il était déjà au courant, mais il était important que nous venions. L'accueil ici est toujours bon enfant et nous avons vraiment aimé ça. Malgré son âge avancé, cette icône de la presse a continué à travailler. Le ministre Patrick Mouyaya a même rappelé sa contribution aux réformes initiées pendant les états généraux de la communication. Comme ministre de tutelle, comme ancien enseignant, comme ancien de l'IFASIC, il était donc de mon devoir de prendre l'initiative de les approcher pour voir comment lui organiser des obsèques dignes de ses rangs. C'est un de nos patriarches, un de nos symboles vivants que nous devons tous honorer et honorer de la meilleure des manières. Retenez qu'un comité chapeauté par le professeur Kambaï Bouacha est mis en place pour superviser le préparatif des obsèques. Comité composé de quelques membres de gestion de l'UNISIC, de l'UNIKIN, le délégué de l'enseignement supérieur et universitaire, le ministère de la Communication et Médias ainsi que la famille biologique de l'illustre disparu. Le ministre des Médias a aussi visité aujourd'hui l'exposition Résilience au centre Wallonie-Bruxelles à Kinshasa, une présentation d'œuvres d'art de la structure Elika Art en collaboration avec la délégation Wallonie-Bruxelles en République démocratique du Congo. Le ministre Mouyaya s'est dit satisfait par cette démarche de jeunes artistes et plasticiens du Nord qui vont l'écoute au micro de Gaëtan Magalano. Nous sommes venus aujourd'hui jeter un coup d'œil à cette exposition qu'accueille le Centre Wallonie-Bruxelles, une exposition particulière qui s'appelle Résilience. C'est des artistes de Goma qui, à leur manière, veulent contribuer dans ce que nous faisons pour mettre fin à cette situation d'agression qui s'accompagne avec son corollaire de misère. J'ai été impressionné de voir cette attention particulière qui a été accordée à la femme, parce que nous savons tous que la femme, c'est la principale victime de la guerre, et à tout ce côté résilience qui est raconté à travers les différentes œuvres. J'avoue que je savais que nous avions des talents, mais là, je pense que nous en avons vraiment beaucoup plus qu'on ne peut le penser. Et on ne peut que nous réjouir de voir que de manière spontanée, les artistes se soient organisés pour, à travers leur peinture, à travers leur inspiration, puissent dire non à la guerre, puissent dire oui à la résilience et vivement le retour de la paix. Résilience parce que cette capacité de renaître de ses cendres, de dire non
de dire qu'on peut toujours se relever, qu'on a une vie à vivre, qu'on ne peut pas rester. Oui, malgré la guerre, oui. Parce que la vie ne s'arrête pas par là. Si on a survécu, alors on doit continuer. Le parcours, il est encore long et on doit combattre pour ça. Une nouvelle taxe bientôt opérationnelle en République démocratique du Congo pour appuyer justement le vaste programme de la couverture santé universelle. C'est la taxe de la promotion de la santé qui sera perçue au niveau de l'importation de toutes les marchandises. Les experts débattent sur les modalités de cette taxe à Kinshasa dans un atelier, nous dit Eric Kabamba. L'RDC vient de franchir un nouveau cap dans la réforme de son système de santé. Pour la toute première fois, le pays se dote d'un décret instituant une taxe dédiée à la promotion de la santé. Autour de ces tables, et pendant 4 jours, toutes les parties prenantes œuvrant dans ce secteur vont devoir réfléchir et mettre au clair la compréhension de cette nouvelle taxe qui va alimenter les fonds de promotion de la santé, organes chargés à garantir l'accès universel et équitable à des soins de santé de qualité pour les femmes enceintes et les nouveau-nés. Les modèles de financement des hôpitaux et centres de santé figurera également parmi des sujets clés, selon le précision de Mika Niembo Marius, directeur général du Fonds de promotion de la santé, organisateur de cet atelier. Cette rencontre doit être considérée comme l'expression manifeste d'une volonté hautement politique, affirmée par son Excellence Monsieur le Président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui s'est fixé comme priorité de faire de la santé publique un droit inaliénable auquel tout Congolais accède à des soins de santé de qualité. En lançant les travaux, le ministre de la Santé, Dr Roger Kamba, a appelé les participants à une réflexion approfondie en vue d'une mise en œuvre réussie de ces mécanismes fiscaux innovants. Cet atelier plutôt porte pour moi sur, d'une part, le côté pratique. Quelles sont les étapes qui doivent être faites maintenant pour que le prélèvement soit fait? Les assises vont aboutir à une feuille de route consensuelle assortie des recommandations concrètes pour assurer l'opérationnalisation efficace de ces taxes destinées à renforcer durablement le système de santé congolais. La ministre d'État à l'Éducation séjourne à Boma dans le Congo central. Sur place, Raissa Malo a voulu tout savoir sur les conditions d'apprentissage des élèves à cette rentrée des classes. Anastasie Doumbou pour d'autres explications. Après le lancement officiel de la rentrée scolaire 2025-2026, les cortèges de la ministre d'État, ministre de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté s'est dirigé vers la ville de Boma, où Raissa Malou a tenu plusieurs séances de travail avec la maire de la ville et les comités provinciaux de l'éducation après avoir visité certaines écoles, notamment les complexes scolaires cadets IBEM et la célèbre école de l'ITP Nzadi. Plusieurs questions ont été abordées, entre autres les conditions d'apprentissage des élèves, la situation sociale des enseignants ainsi que l'état des infrastructures scolaires. Lors de sa visite, la ministre d'État a pu constater l'état de vétusté de certains bâtiments scolaires ainsi que le manque criant des matériels de travail dans les instituts techniques. Elle a donné des instructions claires aux autorités provinciales afin qu'elles prennent les responsabilités pour trouver des solutions durables visant à maintenir les bâtiments en bon état et doter des établissements techniques des outils de travail nécessaires à l'amélioration des conditions d'apprentissage. Nous avons considéré que la présence de Madame la Mineta comme un appui, puisque sa présence va nous aider encore à arranger là où ça n'a pas marché. Elle a également recommandé aux autorités provinciales de collaborer avec le secteur privé pour mobiliser les ressources matérielles indispensables au développement des infrastructures scolaires et à l'amélioration des qualités de l'enseignement. Voilà, vous venez de le voir, c'est depuis le lundi dernier que les Bleus et Blancs ont repris le chemin de l'école. Les vice-ministres étaient dans la PS de Kinshasa. Théodore Kazabi Moïla, c'est son nom, a profité pour rappeler la circulaire de la ministre d'État à l'Éducation sur la participation de tous les élèves au cours sans condition. C'est au cœur de la commune d'Indjili que le vice-ministre de l'Éducation nationale a posé ses pas
pour constater des visu l'effectivité de la rentrée scolaire à l'Institut technique industriel de Ndjili, où il entame sa visite pour le 2e jour. Le constat est satisfaisant. Sur place, Théodore Kazadi-Moïla annonce, au nom de la ministre d'État Raïssa Malou, la prise en charge de la totalité des frais scolaires d'une élève de 4e année humanité, section construction, Katako Amena, seule fille au milieu des garçons. Un geste fort qui symbolise l'engagement du gouvernement de la République pour l'égalité des chances. Après Litingili, le numéro 2 de l'éducation nationale s'est rendu au lycée Sainte-Germaine avant de boucler sa tournée dans la province éducationnelle de Plateau, où plusieurs établissements scolaires ont été également visités. Satisfaction totale pour le vice-ministre Théodore Kazadi-Moïla. Le constat, il est positif. Donc, la date du 1er septembre a été respectée. La rentrée scolaire est effective. Les acomptes ou les uniformes évoquant ça comme un motif de refus pour que les enfants ne soient pas acceptés à l'école, ces parents doivent signaler de tels cas auprès des gestionnaires plus proches. Je crois que de tels cas seront pris en charge pour faciliter l'accès à l'enseignement à tous les enfants. Aussitôt après, le vice-ministre de l'Éducation a réuni autour de lui le conseiller spécial du chef de l'État, chargé de l'éducation, le ministre provincial de l'éducation ville de Kinshasa, le secrétaire général AI à l'éducation nationale, l'inspecteur général, ainsi que les différents acteurs du secteur pour une évaluation partielle, et des assurances ont été données pour une année scolaire réussie. Et mettant en pratique le principe de ne laisser personne pour compte, les leaders de personnes vivant avec handicap et autres personnes vulnérables se sont réunis autour de la ministre déléguée Irène Essambo. Objectif, réfléchir sur l'organisation et le fonctionnement des futurs services publics qui seront rattachés à la nouvelle administration des personnes vivant avec handicap. Betty Amani nous en parle. Ce qui est fait pour nous, sans nous, est fait contre nous, dit un adage bien connu. C'est tout le sens de cet atelier de réflexion initié par la ministre déléguée en charge de personnes vivant avec handicap et autres personnes vulnérables, Maître Irène Essambo Diatta. Les leaders du secteur ont été associés afin de proposer des pistes pour la mise en place et la gestion des 4 structures publiques spécialisées. Il s'agit notamment de l'établissement des fabrications de fauteuils roulants, des réadaptations physiques, d'autonomisation par les sports, culture et arts adaptés aux personnes avec handicap, de l'établissement pour la certification et l'accompagnement des enfants vivant avec autisme, du centre de recherche et de production des produits dermatologiques destinés à répondre aux besoins spécifiques des personnes atteintes d'albinisme et de l'Académie de développement de la langue des signes et de l'écriture braille pour promouvoir la communication inclusive et l'éducation adaptée. Vous savez, nous avons eu l'administration, c'est une très bonne chose, mais cette administration s'appelle administration des services et des métiers. Aujourd'hui, nous sommes en train d'analyser les structures qui vont apporter réellement un service quelconque pour rencontrer le besoin spécifique des personnes avec handicap. Il y en a 4 conformément aux catégories des personnes avec handicap. Nous voulons que ce que nous allons produire, ce que nous allons mettre à la disposition des personnes avec handicap ait été créé avec leur contribution. Et d'ailleurs, c'est ça la Convention internationale des droits des personnes avec handicap qui dit que tout ce que vous devez faire en faveur des personnes avec handicap, il faut les impliquer. Des réformes profondes sont en cours pour rendre l'administration aux personnes vivant avec handicap plus efficace et tournée vers l'autonomisation et l'inclusion. Et en province, les opérations de patrouille pédestre et motorisant ont débuté la nuit du lundi dernier à Bunia. Le lieutenant-général Luboya Chamadjoni a personnellement supervisé ces opérations afin de conscientiser les hommes en uniforme et à bien observer les instructions reçues. Toujours soucié de la sécurité et de la quiétude de ses administrés, les commandants des opérations et gouvernants militaires de l'Ituri, le lieutenant-général Luboya Chamadjoni, a effectué ce lundi 1er septembre une descente des terrains dans la ville de Boulia, chef-lieu de la province. L'autorité provinciale a personnellement supervisé les opérations de patrouille et de checkpoints organisées dans les différents quartiers de la ville.
Cette tournée lui a permis de constater de près le travail abattu par les forces de défense et de sécurité et de les prodiguer des recommandations claires et précises. À chaque poste de contrôle, le gouvernement militaire a rappelé aux troupes la nécessité de rester vigilants, professionnels et disciplinés dans l'exécution de leur mission, tout en respectant la population civile. Ceux-ci y voient une marque d'engagement direct et de solidarité de leur gouverneur face aux défis sécuritaires. Les patrouilles motorisées et pédestres sont désormais renforcées sur l'ensemble du périmètre urbain. L'objectif est de neutraliser les fauteurs de troubles et d'empêcher toute tentative de semer la peur, la terreur et la désolation dans la ville. Cette présence active et permanente des forces de sécurité contribue à rassurer la population et à garantir un climat de sérénité à Bunia. On va rester en Ituri pour parler de cette sensibilisation initiée par le député national Daniel Ouyema sur la paix à Djougou. D'autres détails dans ce reportage. Le territoire de Djougou, dans la province de l'Ituri, s'engage résolument vers une paix durable. Des groupes armés d'autodéfense déposent de plus en plus leurs armes auprès des autorités militaires des FARDC grâce à la sensibilisation du député national Daniel Ouyema. Cette initiative n'est pas passée inaperçue au sein de la population de Mabanga qui ne jure que sur sa sécurité. La dynamique Daniel Ouyema Tchounyahai, structure de soutien aux initiatives du député national Daniel Ouyema, attire l'attention de l'opinion locale, nationale et internationale sur la guerre médiatique d'intoxication et de diabolisation qui vise à discréditer les efforts du président de la République, chef de l'État, commandant suprême des FARDC et de la police nationale, son Excellence Félix Tshisekedi Tshilombo, ainsi que du digne fils de l'Ituri, l'honorable Daniel Ouyema, qui chaque jour, au péril de sa vie, œuvre aux côtés des institutions de l'État pour mettre fin aux violences dans la région. L'honorable Daniel Ouyema n'entend pas s'arrêter seulement à Mabanga, il veut étendre son action sur toute l'étendue du territoire de Djougou. Lutte contre la poliomyélite dans le Haut-Katanga. Près de 2000 enfants de 0 à 59 mois ont été ciblés à Lubumbashi, mais également à Kipushi. Les équipes du programme élargi des vaccinations sont à pied d'œuvre depuis le lancement de cette campagne. Patricia Ungu pour les commentaires. Pour la prévention de la polio des enfants de 0 à 59 mois de Kipushi et de Lubumbashi, le programme élargi de vaccination provinciale prend des dispositions pour vacciner tous les 2000 enfants ciblés. C'est ce qui justifie le déploiement de vaccinateurs à la frontière de Kipushi avec la Zambie pour vacciner tous les enfants éligibles au vaccin contre la polio. Question d'éviter l'importation et l'exportation de cette maladie invalidante qui rend les enfants infirmes toute la vie entre la Zambie et la RDC. Dans l'optique d'atteindre les enfants dans les endroits de grande concentration, à Lubumbashi, les vaccinateurs administrent les vaccins aux enfants à la sortie des cultes. Les médecins chefs des zones de Kipushi explicitent cette stratégie de vaccination contre la polio dans la province du Haut-Katanga. Là, on a mis des équipes fixes dans les points frontaliers en vue de vacciner nos enfants qui sont de l'autre côté, tout comme ceux-là qui viennent d'autres zones de santé qui ne sont pas des Kipushi, mais qui viennent pour des activités commerciales. Autre chose, nous avons les points de distribution d'eau dans notre zone de santé. Là aussi, on a placé des équipes dans les points de distribution d'eau dans le souci de vacciner tous les enfants. On ne voudrait pas qu'un enfant puisse rater cette vaccination de masse. Raison pour laquelle nous nous sommes organisés pour placer nos équipes de vaccination dans les autres endroits où nous pensons que nous pouvons avoir nos enfants cibles. Modernisation de l'aéroport national de Kananga, on en parle dans ce journal avec la remise d'une Jeep FICO à multiples fonctionnalités pour la surveillance. D'autres détails, c'est dans ce reportage. Cette nouvelle acquisition, dite Flyco, est un engin quasiment destiné à la sécurité de la navigation aérienne, fait voir Patrick Bondo Moudjaka, commandant de la régie des voies aériennes, entité de Kananga.
Le commandant Patrick Bondo loue la capacité managériale du directeur général de la RVA, M. Léonard Ngomambaki, suite à sa politique qui vise la matérialisation de la vision du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo à travers la modernisation de toutes les 54 entités aéroportuaires de la RDC et plus particulièrement la construction d'un aérogare du standard international, mais aussi l'érection d'une centrale photovoltaïque qui alimente présentement l'intégralité des installations aéroportuaires de Kananga. Le FLYCO vient dans le cadre de la sécurité de la navigation aérienne et ce véhicule est affecté dans le service de circulation aérienne, plus précisément au niveau du bureau de service de sauvetage et de lutte contre les incendies des aéroports. Alors ce véhicule, comme nous avons dit, vient pour donner un tonus en ce qui concerne la sécurité de la navigation aérienne. C'est par rapport à la vision et à la fois du chef de l'État et du directeur général de la RVA, Léonard Ngomambaki. Témoigner de la solidarité de l'Union européenne aux autorités provinciales également établies, c'est l'objectif de la visite effectuée à Béniville hier mardi par le représentant spécial de cette organisation internationale. D'autres détails, c'est dans ce reportage. Le lancement conjoint PAM-FAO des distributions des intrants agricoles du projet de résilience pour la promotion de la sécurité alimentaire et lutte contre la malnutrition dans le territoire de Moba-Imbongo a eu lieu ce mardi 2 septembre 2025 au village Mbouyi dans le groupement Ngonda à 15 km de la ville de Gbadolité. Au total, 1000 ménages vulnérables sont ciblés au Nord-Ubangi et seront touchés par les impacts socio-économiques de ces projets de résilience qui est mis en œuvre par l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture conjointement avec le Programme alimentaire mondial PAM. Inscrit dans le cadre de la campagne agricole 2025 de la saison B, c'est le ministre provincial en charge de mines, hydrocarbures, justice et droits humains Didier Doutimo qui a lancé cette distribution au nom de son collègue de l'agriculture empêché. De son côté, Xavier Bangabutu, représentant des FAO, a résumé l'objectif de ce projet de résilience en 4 finalités. Dans l'approche de la FAO, qui veut et qui nous montre ce tableau avec 4 améliorations, nous visons l'amélioration de la production, l'amélioration de la nutrition, l'amélioration de l'environnement et l'amélioration des conditions de vie de la population. Le chef de l'État dans l'espace Grand Katanga a été à Lubumbashi. Il a rassuré les autorités locales sur le soutien constant du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo aux actions visant la cohésion mais également la stabilité dans cette région stratégique du pays. Regardez. Dans son rôle de chargé de mission du chef de l'État dans l'espace Grand Katanga, Thierry Zondé continue de démontrer son leadership rassembleur, son autorité et surtout son attachement indéfectible à la vision du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, celle d'un Congo apaisé, réconcilié, sécurisé et résolument tourné vers le développement. Ce mardi 2 août 2025, son bureau de travail à Lubumbashi, il a reçu tour à tour Maître Patrick Kiafumbi et Madame Joyce Tunda. Tous 2 personnalités actives dans la dynamique urbaine. Ces audiences ont été l'occasion de changer sur l'état général de la ville, mais aussi et surtout d'évoquer les préoccupations liées à la sécurité urbaine et à la nécessité de préserver la paix sociale face aux tensions sous-jacentes. Thierry Nzondé, fidèle à son style sobre mais stratégique, a réaffirmé que la paix n'est pas un acquis, mais une construction permanente. Il a rappelé que le chef de l'État attache une importance capitale à la sécurité des citoyens et qu'il est de son devoir en tant que représentant direct dans l'espace Grand Katanga de veiller à ce que la ville de Lubumbashi ne sobre ni dans la manipulation ni dans les désordres. Sa vision est claire, faire taire les tensions, désamorcer les conflits naissants et créer un climat propice à l'investissement, à la confiance et à la cohésion sociale. Par cette double audience, Thierry Zondé affirme que la présidence n'est pas distante des réalités locales et que les relais comme lui traduisent concrètement la volonté du chef de l'État, protéger, apaiser et bâtir un État de droit dans chaque coin du pays.
Le deuxième congrès de l'Union sacrée tenu à Kinshasa est porteur d'espoir. Vision Fachi rénovée à travers son président Kalim Bouye a procédé à la restitution de ce congrès auprès des forces vives. Images et commentaires. Tous unis, écrivons l'histoire glorieuse de la RDC avec le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. L'Union sacrée de la nation, méga plateforme politique chère au chef de l'État congolais, a tenu son deuxième congrès. Et considérant la nécessité de redynamiser ses activités dans la province qu'il préfère, Kalim Bouye, président de la VFR, a fait la restitution, au mieux une lecture politologique à sa base de Lubumbashi sur d'importantes décisions issues de ses travaux politiques. À cet effet, le très fasciste Kalim Bouye a expliqué à sa communauté que ce congrès de l'Union sacrée était celui de la refondation placée sous le signe de l'unité et de la souveraineté. Par là, le numéro 1 de la VFR est aussi revenu sur l'un des objectifs majeurs de ce deuxième congrès de l'Union sacrée, c'est celui de créer une véritable force politique qui va conserver le pouvoir de façon permanente pour assurer la continuité de l'action publique. Et cela permettra d'éviter l'éternel recommencement à chaque avènement au pouvoir, a insisté l'inoxydable Kalim Bouye, et par ricochet construire un système politique solide adapté aux réalités congolaises telles que l'ont fait l'Afrique du Sud avec l'ANC et la Tanzanie avec la CCM et qui sont émancipés des modèles traditionnels de gouvernance improductifs, a lâché Kalim Bouye. Par ailleurs, Kalim Bouye a soutenu les propos du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo quant à la possible tenue d'un dialogue inclusif et national. Dialogue, oui, mais tout se fera sur ma propre initiative et non pas surtout avec ceux des Congolais inféodés au diktat des pays voisins. Et pour terminer, Reconstruire le Congo, c'est le titre de l'ouvrage écrit par Oti Mputu, un chercheur congolais de la diaspora installé en France. Les contenus de ce livre avec Cédric Keninambo. L'ouvrage part d'un fait, la recrudescence des tensions dans la partie est du pays. Et son auteur, Oti Mputu, s'appuie sur un plan en 5 piliers pour redonner à la République démocratique du Congo sa souveraineté et sa place sur la scène internationale. Cet ingénieur congolais est certifié en stratégie à HEC en France, à Paris, dresse ici un constat lucide d'une guerre qu'il qualifie d'oubliée, entraînant une fracture morale profonde, tout en appelant à la résilience. Une plume écrite depuis Paris. Ce n'est pas seulement un récit des douleurs, mais c'est aussi un projet. J'y présente les 5 piliers de la reconstruction. Justice et mémoire collective, sécurité souveraine, éducation et conscience citoyenne, souveraineté économique et institutions intègres et responsables. Et je tiens à féliciter le président Tshisekedi pour sa diplomatie active. Il a en réalité mondialisé notre drame. Il a bâti des alliances et a redonné une voix forte au Congo. Ce livre n'est pas une thèse neutre, c'est un serment public. Résister, c'est reconstruire. Et je lance un appel à la jeunesse, aux femmes, à la diaspora. Un peuple debout ne se vend pas. Un livre qui s'adresse à un public nombreux et anonyme, plus spécifiquement à ceux qui refusent la résignation et l'effondrement du Grand Congo. Madame et messieurs, ce journal de Mireille Ndeke est complètement terminé. Au nom de toute l'équipe composée d'Eric Kabamba, Pascal Chicho, André Ndjeka et Blandine Mangwaou, nous vous remercions de l'avoir suivi. 20h, Anita Lomba sera là pour d'autres faits marquants de l'actualité. Quant à moi, je vous retrouve demain.